Hello everybody et bienvenue à un autre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Il fait chaud à Paris et sûrement partout en France, donc c'est une très bonne raison de se mettre au frais et écouter plein de podcasts. Aujourd'hui, je suis avec Donald Jacksman et ce n'est pas pour rien qu'il a un nom encore plus américain que moi, c'est parce que c'est quelqu'un qui est assez fasciné par les États-Unis, bien influencé par le stand-upper américain. Mais par contre, il a quand même un style bien à lui. Et je pense que la première fois que je l'ai vu, c'était au Paname, dans la cave du Paname. Il était bondé, il était vraiment, son spectacle était marchait très bien là-bas. Et il était vraiment très drôle. Mais ça date d'il y a genre 4 ans. Et depuis, il est devenu encore plus drôle. Et donc, je vous conseille vivement de voir son spectacle. Voici 1 heure avec Donald Jacksman. Justement, toi, t'es un Américain. Ici, on a tous inconsciemment cette pensée de se dire putain, mais si jamais j'étais au States, tu vois, on se dit voilà, on n'a pas de chance, on est français. Oui, quel malheur d'être français. Non, c'est super beau d'être français pour plein de choses. Oui. Mais dans ce que vous avez créé, qui s'appelle le show business, qui s'appelle l'entertainment, être français, c'est la loose, quoi. Les Américains nous regardent comme nous regardons les Roumains. C'est-à-dire qu'on a de la curiosité, on a de l'intérêt, mais on sait qu'ils sont pas au niveau. Non, mais tu parles. Et je me dis justement en général ou juste le stand-up spécifiquement. Un peu tout ce qui est artistique. Mais non, c'est pas vrai. Les États-Unis regardent la France comme des choses de qualité. C'est-à-dire, si on parle cinéma, par exemple. Souvent, il y a plein de films. Il faut savoir de toute manière, il y a une règle générale que tout ce qui s'exporte souvent est de qualité. Ouais. En règle générale, il y a plein de merde qui s'exporte, mais on va pas forcément voir aux États-Unis tout le merde français. C'est-à-dire que un film merdique en France va pas forcément là-bas. Ça sert à rien. Donc, ce qu'on reçoit là-bas, c'est plutôt des films de qualité. Par exemple, moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans, j'ai vu Amélie Poulain. Ouais. Et moi, j'ai dit, putain, mais les Français sont forts. D'accord. Tu vois? Parce que, justement, ce film est fort. Et avec tout ce que tu as comme proposition aux États-Unis, tu arrives à être bluffé par Amélie Poulain, par exemple. Bah oui, parce que c'est pas que les effets spéciaux qui comptent. Là, on parle de fond. Ouais. En fait, nous avons le cliché sur le film européen en général et français surtout, qu'il y a un fond. C'est-à-dire que souvent aux États-Unis, on fait plein de blockbusters et il y a plein de films qui brillent et qui sont bien, mais après, tu réfléchis pas après. Ouais. Tu vois, tandis que le cinéma d'art, ce qu'on appelle le cinéma d'art, on est très influencé par l'Europe, mais la France, mais l'Italie aussi. Moi, je suis très fan de Bergman de la Suède, tu vois. Ce que nous on appelle le cinéma chiant. Oui, justement. Le cinéma chiant en France. Et aux États-Unis, ça s'appelle le cinéma indépendant. Tu vois, c'est notre mot pour dire chiant. Mais donc il y a ce genre de choses et on voit l'Europe comme des gens qui aimeraient dire quelque chose, même si les faits sont pas là, tu vois. Le budget n'est pas là, mais finalement, on s'en fout. Ah. Ça dépend quel genre de film que tu aimerais faire. Donc, j'aimerais juste te dire que non, on voit pas le français comme pourri. Vraiment. L'humour, c'est autre chose. Mais vous ne voyez pas Yacine, par exemple, Yacine Bellous, qui joue un peu à l'étranger, lui m'a dit que les étrangers, les anglophones ailleurs ne voient pas les Français comme des gens marrants. Oui, là, justement, on parle d'humour. Voilà, on a plein de qualités, mais personne ne se dit, les Français, ça c'est vrai. passons une soirée avec eux, qu'est-ce qu'on va déconner. Oui, non, personne ne se dit ça. Non, c'est vrai qu'on n'a pas ce cliché sur le Français. Mais parce que oui, on a le cliché qui date aussi de la nouvelle vague, tu vois, des années 60, intello, qui est justement trop profond, du coup, tu vois, chiant. Ouais, c'est ça. Avec des pipes, tout ça. Ouais, philosophie, tu vois, existentielle et choses comme ça. Oui, donc ça c'est notre cliché. Donc, mais en même temps, on a aussi le cliché d'un Français qui n'a rien à battre, un peu comme Gérard Depardieu, qui fait n'importe quoi, tu vois, qui est bon vivant. Ça, c'est aussi un cliché qui est quand même quelqu'un de drôle, finalement. Oui, qui est assez vrai. Oui, qui est vrai, mais aussi c'est quelqu'un qui est ok, on va rigoler, on va bourrer la gueule et tout. Donc ça, c'est un cliché. Mais sur scène, oui, nous avons le cliché un peu de vous comme des mimes. Tu vois, des clowns. Et c'est pas très loin de la vérité dans le sens que vous êtes plus physique que nous, plus visuel.
traditionnellement parlant. Ouais. Tu vois, vous venez de théâtre. Quand on parle de comédie, d'humour, ça vient de gens de Feydeau, comme Feydeau. Molière. Tu vois, Molière, tu vois. Et donc, le stand-up, ici, la force de la blague écrite, qui est vraiment la base du stand-up, est plus récent, je trouve. Ouais. C'est moins dans la culture française. Même s'il y a des gens comme Devos, tu vois, qui étaient très, très écrits. J'ai l'impression que oui, on vous voit un peu comme... tu vois. Mais finalement, c'est vrai parce que le stand-up, c'est récent chez vous. Ah oui, mais honnêtement, je pense maintenant, et je suis fier de notre génération en France, parce que je trouve que si on pouvait traduire, on peut traduire pas mal des gens qui marchent en ce moment, on le traduit en anglais, il y a plein d'Américains qui peuvent aimer vraiment ce qu'on fait. C'est sûr. Et je pense que les humoristes français ont une espèce de complexe aujourd'hui, qu'on n'est pas assez fort, mais... Ouais, mais on a l'impression, mais parce que on regarde beaucoup sur Internet, donc on reçoit beaucoup d'humoristes américains via Internet, et souvent sur Internet, il y a beaucoup de mecs forts, il y a beaucoup de gens avec leur spectacle, avec leur tube. Oui. Donc on se dit que c'est tellement fou. Mais moi, quand je suis parti aux États-Unis, ça m'a fait du bien aussi parce que j'ai fait beaucoup de comédie club à New York. Et ça m'a fait du bien de me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas que des gens extraordinaires. Il y a beaucoup de merde. Il y avait beaucoup de gens mauvais. Mais on ne le mauvais. voit pas ici parce que ça s'exporte pas. Il y avait beaucoup de gens mauvais. Mauvais, et mais je me suis dit, mauvais. D'accord, donc ça existe aussi des mecs mauvais. Il y a plein. Parce qu'on n'est pas habitué à ça, donc on a un complexe qui fait que... Oui, parce que ici, on reçoit la crème de la crème. C'est ça. Chris Rock, Louis C.K., Dave Chappelle, ce sont de la crème de la crème, vraiment. Donc, tu peux pas comparer. Mais ça revient à ma question de départ. Comment tu survis aux États-Unis avec tout l'entertainment qu'il y a, avec tout ce qu'il y a à faire? Bon, déjà, le marché est beaucoup en plus dehors grand. de la télé. Moi, quand je suis parti là-bas, entre ce que j'avais à faire... Après, peut-être que comme je suis un touriste, peut-être que l'Américain de base n'est plus touriste. Comme nous, en France, moi, je vais pas à Tour Eiffel, ça m'intéresse pas. Oui. Mais en tant que touriste, déjà, avec tout ce que j'avais à faire dehors, plus les 300 chaînes, je me dis, mais comment, quand j'entends que telle émission est un rendez-vous comme Letterman, à quel moment tout le monde arrête son temps pour regarder cette personne? Ouais, je pense que justement tu commences à avoir de favoris, que si tu es fan de Letterman, tu fais un petit effort pour être là pour regarder cette chaîne au lieu de Letterman, au lieu de Leno, par exemple. D'accord. Ça, c'est une concurrence assez connue, tu vois. Qui est-ce que tu préfères regarder? Et donc oui, tu as tes rendez-vous, tu entends par un buzz, mais il y a 300 chaînes parce qu'il y a 300 millions de gens aussi, tu vois. Donc il y a une chaîne pour la chasse, tu vois. Il y a une chaîne pour tout. Et donc ça ne veut pas dire qu'ils sont très regardés, mais le marché est beaucoup plus grand. Et donc... Mais au final, c'est comme un peu chez nous, où tu as plein de chaînes, tu as peut-être 10 chaînes ou 6 chaînes qui comptent vraiment, c'est ça. Et tu en as plein qui remplissent comme chez nous. Quoi. Oui. D'accord. Et il y a à peu près les équivalents. C'est-à-dire NBC, c'est un peu le France 2 ou le TF1, tu vois. Il y a Canal+, c'est un peu HBO, tu vois. C'est les chaînes qu'il faut payer en plus pour voir, mais ils font des choses de qualité. C'est à peu près équivalent. Donc, oui, après, il y a... C'est quoi TF1, la grosse chaîne nationale? Oui, je dirais NBC. NBC ou CBS. D'accord. Tu vois. Et tout ce qui est Fox, tout ça c'est privé? Tout est privé, quasiment tout est privé. Il y a PBS qui est public. Ce qui est l'équivalent de France 5 ou Arte, tu vois. Un peu culturel. Mais oui, donc privé, oui, NBC, CBS, ABC. Et après, il y a le câble qui est où on trouve des choses comme FX, où il y a Louis et plein d'autres chaînes, ou Comedy Central, tu vois. Et donc, par exemple, Comedy Central, j'étais fan. Quand ça a commencé il y a quoi... 25 ans, je pense, à peu près. Et donc, je regardais cette chaîne et donc, j'ai compris que cette chaîne me correspond. D'accord. Et donc, je regardais cette chaîne, à chacun son goût. Ouais, il y a moyen de faire aussi beaucoup d'humour de niche, chose qui est plus compliquée en France. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'humoristes, sûrement tu as vu aux États-Unis, comme un mec qui est hispanique, tu vois, mexicain, américain. J'ai vu un Africain à New York, j'ai oublié son nom, il était à Brooklyn. Oui. Un Africain, mais américain maintenant, mais qui fait des sketchs avec l'accent africain. Oui. Ici, ce serait l'équivalent de Patson. Ouais. Et j'ai oublié son nom, mais très très drôle, il force sur l'accent et les gens adoraient, quoi. Et je me suis dit, waouh, en fait, il y a de la place pour tout. Oui, donc justement, il y a chaque communauté a ses humoristes quelque part.
Et chaque communauté est énorme. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le latino-américain, ça compte, je sais pas combien de millions de gens vivent. Les Indiens, Aziz Ansari, tout ça là. Oui. Mais même lui, il n'est pas forcément dans son niche, il est assez universel. La plupart des gens qui vont voir Aziz, c'est plus des blancs, tu vois, c'est pas forcément des Indiens, mais je pense plutôt à, comment ça s'appelle, à Russell Peters, tu vois, qui est plus sur ses origines indiennes. Mais oui, il y a énormément de tout. Ouais. Donc, chaque humoriste peut parler de sa nationalité et trouver sa niche. Ouais. Tu vois, déjà, et c'est juste une question, c'est quoi, 5 fois la population de la France. Donc, je ne sais pas pourquoi les Français insistent de comparer la France à les États-Unis. Parce qu'il faut comparer l'Europe quasiment aux États-Unis. C'est vrai. C'est pas juste de comparer ça. Même au niveau de film ou musique. Tu vois, c'est un pays qui est beaucoup plus... ce serait cool si on pouvait faire des tournées en Europe. Mais c'est que le français est une langue qui ne donne pas 10 000 possibilités, quoi. Le français, c'est... Oui, tu peux aller France, Canada, Belgique, Luxembourg, Suisse. Et en Afrique. Et en Afrique, et peut-être partout dans le monde où il y a des expats français. Oui, c'est ça. Mais par exemple, justement, Gad a fait des spectacles en français pour la communauté française à New York. Ouais. Et je pense à LA aussi. Ouais. Donc... si t'es assez connu comme ça, ou la Blanche, tu sais, Blanche va aller la semaine prochaine pour jouer pour la communauté française à New York. Ouais, il y a un truc à jouer, mais après, pour moi, c'est un peu frustrant d'être aux États-Unis pour toucher les Français. Oui. Parce que secrètement, moi, quand je vois Yacine, comment ça marche en anglais, je vois même les plateaux que tu fais. Oui. C'est vraiment un truc qui me tâte depuis. Et quand je vois même Noman Osni, pour un Français, comment il se débrouille dans des plateaux américains, je me dis qu'il y a un truc qu'on a dans l'écriture qui peut plaire. Parce que je vois comment Noman, ça plaît aux Américains, on ramène forcément une autre façon de penser. C'est sûr. Mais après, il faut quand même la langue, parce que l'Américain, moi je l'ai vu, est beaucoup moins indulgent que le Français. C'est-à-dire que nous, dans la rue, quand on croise un Américain qui nous demande sa rue, même si on parle pas américain, on va essayer de bidouiller une espèce de you know, right, left. Mais l'Américain, quand tu es chez lui et que tu parles pas anglais, c'est comme si dans sa tête il n'a pas encore compris que comment ça se fait qu'en 2015 il y a encore des gens dans ce monde qui ne parlent pas anglais. Mais ça, c'est un problème pour les Américains. C'est-à-dire que ça, c'est très égoïste de nous, de notre part. Ah, mais oui, parce que vous avez eu la chance, j'aimerais même d'ailleurs me pencher là-dessus, de comprendre à quel moment c'est votre langue, parce que tout s'est décidé là en fait. C'est à ce moment-là que les Américains sont devenus les maîtres du monde. C'est quand on a décidé qu'on va tous parler cette langue. Je me demande à quel moment, comment on a distribué, pourquoi c'est pas la France qui a dit ce sera nous. La France était le leader, la France était la lingua franca, ce qu'ils disaient pendant 100 ans. Mais les États-Unis ont pris le dessus après un moment. À quel moment tout le monde a dit ok l'anglais à cause du commerce. C'est-à-dire que tout le monde pendant le XXe siècle était obligé. Vous avons trouvé. C'est vous qui vous avez trouvé. Oui, mais justement. Tu trouves un petit chat et après c'est le chat qui te domine. Mais justement, parce que tout le monde est allé aux États-Unis, on représentait quelque part tout le monde, et on est devenu un pays justement qui est plus grand que n'importe quel pays en Europe. Et donc du coup, on a pris le pouvoir. Dans le XXe siècle, on pouvait pas faire le commerce sans passer par les États-Unis quasiment, tu vois. Et donc du coup, il fallait parler anglais. Et donc, du coup, petit à petit, tout le monde commençait à parler anglais. Mais aussi, il faut savoir que pour parler l'anglais de base, c'est plus facile que parler en français de base. C'est-à-dire qu'on a très peu de conjugaison. On n'a pas le masculin-féminin. Donc, quelqu'un qui aimerait dire juste une phrase basique en anglais, c'est beaucoup plus facile. C'est plus accessible. Je te dis, en venant des États-Unis, et que justement, le fait que j'ai dû apprendre le français, moi, je fais des fautes tout le temps. Parce qu'il y a plein de petits pièges. Par exemple, piège, est-ce que c'est masculin, féminin, je ne sais pas. Donc, tu vois, là, je ne sais pas si j'ai fait une faute ou pas. Et donc, chaque fois, il faut savoir si le mot est masculin, féminin, déjà, après une conjugaison, est-ce que c'est moi, c'est toi, est-ce que c'est... de trucs. Donc,
on fait des fautes partout. Donc, même une phrase simple en français est compliquée. Ouais, c'est Tu vrai. vois? C'est fou. Et tout le monde parle anglais et l'anglais est devenu la langue. Mais aussi, je pense que c'est la force de leur entertainment aussi. C'est-à-dire que Oui. le fait qu'ils ont dominé ce monde, qu'on Par les images aussi. Oui, on regarde les films américains partout. La musique. Et je pense que, ouais, la musique aussi. Je pense que quand l'empire américain va disparaître, parce que je pense, à mon avis, il est en train, ce qui va rester, c'est cette culture de cinéma, musique, principalement. Ouais. Tu vois? Spectacle, Oui. de sport. Les sports dans lesquels aussi. ils sont très forts. Ouais. Ouais, ils ont inventé. Et donc, du coup, ils sont forts parce que, oui, le baseball, on joue pas ailleurs quasiment. Donc, oui, c'est facile d'être fort. Le baseball, le basket, on joue basket. ailleurs, mais les mecs dominent, quoi. Parce Ouais. que, moi, je suis un fan de basket. Et ils ont ouvert le basket à beaucoup de sportifs de talent comme Tony Parker et Paul Gasol, espagnol, ça. Mais au fond, je sais très bien qu'ils n'avaient pas besoin de ces joueurs-là. Tu vois le vivier de la NCAA, là. Ouais. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais je pense Ouais. qu'à un moment, c'est pour que ce soit vraiment mondial, pour que... Non, je pense qu'ils le font parce que les gens sont assez forts pour être. Le NBA, ils font pas de charité, là. Si, ils sont là parce qu'ils sont Tu forts. prends un Chinois, tu sais que tu vas vendre des droits télé en Chine, tu sais que tu vas vendre des maillots chinois, ils te font un Français. Il y a une époque, moi, quand j'ai fait du basket, quand j'étais basketteur, Ouais. le rêve de tout basketteur, c'était de jouer en NBA. C'était l'époque Michael Jordan. Ouais. Et il y avait des anciennes stars du basket qui s'appelaient Antoine Rigaudot, Richard Dacoury, des stars françaises qui... C'était les Jordan d'ici, mais qui rêvaient et qui n'avaient même pas le niveau Ouais. de rentrer en NBA. Et là, l'NBA était très fermé. Et tout d'un coup, ils commençaient à ouvrir un peu. Ouais. Est-ce que le reste du monde est devenu beaucoup plus fort? Moi, je me dis, à un moment, ils se sont dit, le truc est en vase clos, Ouais. il faut qu'on s'ouvre au monde, Ouais, peut-être il un faut mélange. qu'on vende des maillots, Ouais. prenons un Chinois, Ouais. prenons un Français, et la NBA ne meurt pas en fait, c'est une Ouais. entreprise ce truc. Mais quand tu vois Ouais. leurs universitaires, ils n'ont pas besoin de nous. Il y a des monstres, il y a des brutes qui n'arrivent même pas à aller en NBA, il y a Ouais. des machines de guerre. Ah non, Non, mais- je pense que Tony Parker est là parce qu'il est fort, il est assez fort. Je pense pas qu'il pense trop au marché français, mais aussi il faut savoir que le fait que après un peu de temps, il y a des gens en Chine qui ont grandi avec le basket, donc du coup C'est ça. ils sont devenus forts après Ouais. quelques années. C'est vrai. Comme avec le foot, il y a peu d'Américains qui jouent du foot en Europe. Non. Parce que les Européens, en général, ou les gens d'Amérique du Sud, sont très forts parce qu'ils ont grandi. Ouais. Dès qu'ils pouvaient marcher, ils commençaient à frapper un ballon, tu vois. Donc, Mais comment ça avoir une ligue de foot, enfin de soccer oui, aux ouais, ça States existe, aussi. oui, et il y a une ligue et tout. Donc sûrement aussi, c'est une question d'argent. C'est-à-dire, un Américain peut gagner sa vie en Ouais. jouant au foot aux C'est États-Unis aussi. tellement marrant quand tu vois le match américain, les noms. On dirait un film, le mec qui commente Carter face à Jackson qui fait ça, à Michael qui fait ça. C'est des noms que tu entends nulle part ailleurs, Ouais. à part dans cette ligue. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, toi, tu as une fascination avec les États-Unis. Ouais, sur le ce qui me fascine, c'est que je fais un métier et qui est un métier de divertissement, de public et de vannes. Et je me dis que j'ai la chance d'être dans une époque où on est dans ce qu'on appelle la mondialisation. Ouais. Tout est ouvert. Aujourd'hui, on a la chance, avec Internet, tout est ouvert. C'est-à-dire que je me dis qu'aujourd'hui, j'ai une chance d'aller aux États-Unis ou d'aller n'importe où, tenter ma chance. Et c'est ça qui est beau et ça qui est frustrant de te dire, mec, t'es dans un monde où aujourd'hui, tu peux te bouger le cul. Ça marchera peut-être pas, mais tu peux, comme toi, ce que tu as fait, tu es venu en France. Ouais. On a cette chance aujourd'hui. À l'époque, ça c'était pas possible Ouais. de voyager, le monde n'était pas assez connecté. Ouais. Avant, tu aurais été vraiment peut-être Coupé. Tu aurais été coupé et peut-être que même avant, tu aurais été une surprise, tu aurais été une curiosité. Ouais. Il y a un Américain en France, mais c'est qui? Pourquoi? Ouais. D'un côté, ça t'aurait peut-être attiré plus de monde. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est tellement ouvert. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, quand on savait pas ce qui se passait aux États-Unis, pour nous, quand un pote allait aux États-Unis, quand il revenait, c'était comme un mec qui était revenu du futur. Ouais. On lui demandait, mais dis-nous, comment ils sont? Ils marchent Ouais. comment? Les mecs nous ramenaient. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Les tendances. Le mec arrivait et te disait, aujourd'hui, ils mettent des jeans larges. Ouais. Ah, d'accord. Et on voulait être les premiers à mettre les jeans larges avant que la mode. Ouais. Tu vois, il y avait vraiment, les mecs partaient comme Christophe Colomb quand ils allaient chez vous. Ils allaient vraiment chercher des trucs. Même les mecs qui nous ramenaient des musiques. Ouais. Ils disaient, tu vois, cet artiste, dans 2 mois, il va arriver. Et c'était faux cette époque. Aujourd'hui, on a la chance d'aller aux États-Unis. Je me dis, ce serait con de pas tenter d'aller au pays du stand-up. Et surtout, je pense que
comme nous, en France, ils doivent être bouchés. Ça doit être un milieu qui est tellement... Il y a tellement de monde, ça doit être sclérosé, que je pense qu'un souffle de différence peut les intéresser. J'en suis persuadé. Mais c'est sûr. Et déjà, je pense qu'il y a quelques Français qui jouent en anglais là-bas. D'accord. Je pense Callaghan. Callaghan, le comte de Boudherbala. Le comte de Boudherbala, il joue en anglais là-bas. C'est Michael Sen, je crois, qui fait des trucs pas mal. Ouais. Donc, à quel point ils vivent là-bas. Je pense pas que le comte de Boudherbala, il y va de temps en temps, mais je pense pas qu'il va pas. Non, il va un vivre mois là-bas. Il va un peu de temps. Et toi, t'as pas envie de retourner là-bas aux États-Unis? Moi, je réfléchis pas mal sur cette idée-là, mais en même temps, justement, on parle de tout ça, mais ce que j'ai, c'est mon originalité ici. Et ça, c'est une grande force. Et maintenant, finalement, vous êtes deux à faire ça. Oui. Il y a toi et to become a comedian. C'est quoi? Ah oui, en anglais, oui. Il y en a un des deux qui est pas marrant. Oui. mais lui, il est français. Non, la grande différence, c'est lui, il est français. Donc je suis américain. Ah oui, tu es le seul américain. Qui a une heure. Maintenant, il y a d'autres. Il y a un petit vivier d'américains. Maintenant, il y a un milieu d'expats qui jouent en anglais et un peu en français aussi. Mais oui, je suis le seul qui a un spectacle, seul américain qui a un spectacle en entier en anglais et en français. Donc oui, pour l'instant, j'ai un bon spectacle. Merci, monsieur. Ah oui, je vais pas donner les noms des autres. Très bon spectacle. Et donc, ça, c'est un grand avantage, malgré tout. Et le fait, j'aime la France, j'aime parler français, j'aime être sur scène en français, j'aime explorer cette langue, ce peuple. Je trouve que ça m'intéresse. Donc, oui, ça fait rêver les États-Unis, mais... parce que tu te dis que c'est le pays de toutes les histoires magnifiques. C'est-à-dire que là, l'histoire n'a pas encore été créée. Il y a de cela... Quand je commençais mon spectacle, il y a peut-être... ça fait bientôt 8 ans que je suis dans le circuit. Quand je commençais le spectacle, j'avais une vanne où je disais mon rêve, ce serait d'être le premier acteur français de nationalité africaine dans les films américains. C'était un rêve. Et aujourd'hui, il y a Omar Sy. Omar Sy, ce que moi j'avais comme rêve. Il a joué déjà dans un film aux États-Unis. Il a joué dans X-Men. Là, il est dans Jurassic World. Ah, je savais pas. Il est dans le prochain Ron Howard avec Tom Hanks. Ah oui, d'accord. Tu vois, et là, aujourd'hui, c'est réel. Il y a 7 ans. Jean Dujardin qui a gagné. C'est ça. Pour moi, il y a 7 ans, un Français d'origine africaine dans les films américains, c'était déjà un rêve. Et Omar a écrit cette histoire. Donc, ce que j'aime, c'est qu'aux États-Unis, toutes les histoires sont possibles. Là, un stand-upper français qui va cartonner aux States, à un moment, cette histoire va s'écrire. Je ne sais pas quand, mais à un moment, tu vas entendre flash spécial, telle personne. Mais pourquoi pas toi? Exactement. C'est pour ça que telle personne est avec Letterman. Et là, tout le monde va se dire, waouh, c'est possible. C'est comme Yacine Bellous. Je sais que Yacine, à force de se battre comme ça, il va lui arriver à un moment quelque chose de bien. Moi, je parlais avec lui, avec Yacine, il m'a dit un truc qui est magnifique. Il m'a dit, ce qui est beau dans ce métier, c'est de se rendre compte que, il a dit, je peux jouer partout, dans des endroits du monde que je ne connaissais pas. Il est parti jouer en Russie. Estonie, il a fait... Estonie, il m'a dit, des salles de 80 personnes. Hein. C'est pas grave. Il m'a dit, pouvoir se déplacer pour 80 personnes. Dans un autre pays, dans une autre culture, c'est ça la force de ce métier. Et la force de l'anglais. Je dois insister sur ça. Surtout l'anglais. C'est vraiment l'anglais là. L'anglais, c'est pour ça que là, franchement, mon niveau d'anglais, il est pas encore super bon. Oui, mais par exemple, Yacine, quand il commençait sur scène, il n'était pas à l'aise en anglais, bien sûr. C'est normal. Il avait un anglais bien, mais c'est pas le meilleur français qui parle en anglais. Mais il a osé, il a travaillé son set. Tu vois, en anglais, je l'ai aidé, tu vois, et donc maintenant, après il est allé pas mal avec Elisa, qui l'a aidé beaucoup, tu vois, et donc c'est juste en montant sur scène, là récemment, il a refait mon plateau en anglais, et il a beaucoup amélioré, tu vois, c'est juste en faisant, comme tu sais très bien, même en français, c'est en faisant qu'on devient meilleur. La première fois que tu montes en français, t'avais déjà un bon français, ou pas? Non. La première fois que je suis monté sur scène en français, j'avais un niveau... ça faisait que 2 ans que j'étais en France. Donc, j'ai mémorisé mon texte. D'accord, comme une musique, quoi. Oui, c'est ça. Comme si je récitais, comme si c'était un poème qu'on allait lire ou réciter en école, à l'école. Et donc, pas d'interaction, non, faut pas te déranger.
C'était peureux. Et donc après, parce que ça s'est pas très bien passé, donc j'ai arrêté pendant quelques années. Après, la scène me manquait trop. Et après un moment, je me disais, ok, je parle assez bien pour que je monte sur scène. Mais c'est toujours le cas, j'ai toujours un décalage. Mais là, t'es encore plus à l'aise maintenant. Là, je t'ai revu dernièrement, là. T'es beaucoup plus à l'aise. Oui, bien sûr. Et t'as des plus gros rires ici en français ou en anglais? Les deux. C'est-à-dire, ça, il n'y a pas de règle. Là, t'es aussi à l'aise. Parce que justement, c'est aussi mon atout. C'est-à-dire qu'avec mes textes qui sont bien travaillés en français, je monte sur scène, j'ai un accent, je suis compréhensible en français, donc je peux avoir de grands rires en français aussi. Ouais. En fait, moi je préfère en ce moment, mon spectacle en français actuellement. Donc, si ton rêve va réaliser, il faut faire le premier pas. Oui, bien sûr. Et sinon, je vais être assis, je vais voir un autre mec. Oui. Et je vais dire merde. Et il faut être prêt à être une merde pendant longtemps, mais tu vas pas être une merde longtemps parce que tu as déjà beaucoup d'expérience. C'est l'avantage de Yacine aussi. Ouais. C'est-à-dire que il a avancé beaucoup plus vite parce qu'il avait déjà 8 ans d'expérience de stand-up en français déjà derrière lui. Donc ça lui a permis d'avancer beaucoup plus vite. Oui. Et qu'est-ce qui fait justement que des blagues, par exemple, ne marchent pas des blagues assez universelles ne marchent pas d'un côté à un autre? Par exemple, moi, les blagues de stand-up que je vois américaines. Oui. Je suis pas américain, je suis pas dans leur culture, mais ils ont des blagues assez universelles. Non, il y a plein de blagues qui sont très spécifiques. Ça dépend qui on parle. Louis C.K., oui, il est assez universel. Même Chris Rock. Chris Rock est assez universel. Très universel. Mais le couple, c'est très... Oui, mais il y a plein de gens qui sont pas. Le thème peut être universel, mais la spécificité du mot qu'il choisit ou de référence culturelle qu'il choisit, je pense à quelqu'un comme Jim Gaffigan, je sais pas si tu connais. Je crois pas. Ouais. La preuve, justement, tu connais pas. C'est quelqu'un qui marche très bien aux États-Unis, mais il parle de la bouffe américaine, tu vois. Et donc, du coup, non, ça exporte pas très bien. Ouais. La preuve, c'est que tu vois pas qui c'est. Et donc. Mais regarde Woody Allen, par exemple. Oui, mais justement, il parle de choses très. C'est bien écrit, c'est universel. C'est universel. Et je me dis que si jamais on passe ce matos en France, il y a moins qu'aux États-Unis, ça. Oui, mais par exemple, il peut avoir des choses qui traduisent, qu'on comprend de quoi il parle, mais ça marche moins bien aussi. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que même si un Français peut trouver Woody Allen, et je parle de son stand-up, je parle pas de ses films, drôle dans son stand-up, ils vont rire à 70%, tandis qu'un Américain va rire à 90%. D'accord. Juste parce qu'il y a des choses qui sont plus proches. Ça me le fait même quand je regarde beaucoup de stand-up. Des fois, après, je sais pas si jamais il y a des rires rajoutés, mais des fois, je trouve que il y a des rires, à mon sens, à moi, qui sont pas au niveau de la vanne. Après, je me dis, est-ce que c'est parce que le public connaît cet art? Oui. Et donc, il est conditionné et il comprend vraiment les subtilités parce que moi, je pense que les Américains, c'est un pays de conteurs depuis des années. Je regarde, l'autre fois, je suis parti voir le film de Martin Luther King sur sa vie, Selma. Oui. Le mec, quand il prêche, on dirait un stand-upper. Depuis longtemps, ils sont habitués à des mecs qui parlent. Je vois les pasteurs. Je vois les grands militants. Chris Rock fait exactement ça. Il prêche. Il y a un truc où je pense que les Américains ont toujours été habitués à écouter quelqu'un parler. Et donc, ça a découlé sur le stand-up quand j'étais au Comedy Cellar, les mecs s'assoient, ils prennent une consommation. Ils sont en open mind. Ils sont tous prêts à recevoir ce que tu donnes. Personne n'est fermé. Il n'y a personne qui est au Comedy Cellar par hasard ou qu'on a dû traîner. Tu sens que tout le monde est prêt à rire. Oui, mais on trouve ça en France. Par exemple, j'ai fait l'Inglorious Comedy plateau de Verino. C'est à peu près pareil. C'est-à-dire ce public-là, c'est un super. Tu l'as fait. C'est un super public. Super donc tu public. compares le Comedy Cellar, qui est vraiment un des meilleurs clubs de tous les États-Unis. C'est l'équivalent de quoi ici? Donc, point virgule en histoire un peu. Ou point virgule, ou même le Comedy Club de Jamel au niveau de réputation. C'est-à-dire que tout le monde en France a entendu parler du Jamel Comedy Club. Tu vois, et point virgule aussi. Tu vois, et donc donc les gens qui vont là-bas au Comedy Cellar ou à point virgule, ils font confiance à la salle. C'est ça. Donc, ils sont plus à l'écoute. Donc, tu compares des choses, encore une fois, qui est de la crème. Vraiment, en haut. Donc, si tu vas, il y a plein d'endroits où tu joues, les gens parlent un peu dans le coin. Oui, j'ai vu ça aussi. Donc oui, il y a de tout. Comme au Paname, tu peux avoir des gens qui... Mais comme le style leur parle, je trouve qu'ici, en France, on joue encore, malheureusement, comme le stand-up est
Jamel avait mis. Il y a eu Thomas Sisley, je sais pas si t'as connu Thomas Sisley, qui avait galvaudé le terme stand-up parce qu'il est parti prendre des DVD américains et il a fait sa tambouille et il a sorti un truc estampillé stand-up. Personne n'avait entendu parler de ça. Après, tu as eu Mustapha El Atrassi. Pourtant, il y avait déjà une forme de stand-up en France avant ces mecs-là. Comme tu dis, De Vos, il y avait une forme de stand, mais eux ont voulu estampiller. Moi, c'est du stand-up. Donc, le mot est rentré dans les mœurs. Et après, tu as Jamel qui a leur dit, moi, si le stand-up, c'est ça. Il a sorti une bande de potes, le Comedy Club, c'est ça, qui a fait du bien à l'humour, mais qui a fait du mal. Aussi. Parce que beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le stand-up ont dit, le stand-up, c'est quoi? C'est des mecs de banlieue, arabes et noirs, qui vont nous parler de leurs problèmes de communauté. Donc, ça a un peu stigmatisé le stand-up. Et après, il y a eu une période où il y a eu une guerre stand-up cool contre sketch ringard. Il y a eu cette guerre un peu qui arrivait chez nous en France. Et maintenant, on est dans une période où je trouve que il y a du très bon stand-up. Les gens commencent à comprendre que le stand-up, c'est pas que raconter des trucs, des clichés, enfoncer des portes ouvertes. Là, on est dans une belle période de stand-up, mais on a encore des gens qui arrivent et qui ne comprennent pas pourquoi tu es debout, pourquoi tu as un micro. Je trouve que c'est de plus en plus rare. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de lieux de stand-up maintenant. Tu vois, mais nous, on lutte encore. Moi, je suis dans ma salle, quand je joue par exemple au point virgule, je suis encore, vu que je suis pas super connu, j'ai encore des gens dans ma salle qui sont en découverte et qui arrivent et qui disent mais non, moi j'aurais préféré qu'ils fassent comme, je sais pas, Caroline Vigneault ou qu'ils fassent comme Jérémy Ferrari. Tu vois, on a encore ce truc-là que je trouve qu'aux États-Unis, le style est connu. Maintenant, ce que les gens. Mais on a le problème contraire. Ce que les gens veulent, c'est la forme. Maintenant, qu'est-ce que tu racontes? Mais le problème est contraire. C'est-à-dire que si quelqu'un aimerait monter sur scène avec une série de sketchs solo, on comprend pas trop. Donc du coup, parce qu'on a tellement l'habitude de stand-up, quand ça sort de ça, des fois, il faut comprendre le code aussi. Et donc c'est une question d'habitude, c'est tout. Et je pense que le point virgule, c'est un bon exemple de un lieu qui traditionnellement, dis-moi si j'ai tort, mais traditionnellement avait plus de gens qui étaient plus sketch, plus one-man show un peu traditionnel dans le sens français. 90%. Maintenant, il y a plein de gens, toi, Mohamed Noir. Il y a quasiment 15% de sketch maintenant. Et donc Christine Bérou aussi, elle joue là. Tu vois, donc le stand-up a un peu envahi le point virgule, et donc le point virgule a reconnu que c'est aussi bien, quoi. Donc c'est notre style, mais les deux méritent leur scène. Ils ont leur place. Et ce que j'en veux, c'est que juste qu'on continue à éduquer le public, parce qu'il faut les éduquer. Les gens ont pas. Mais petit à petit, ça arrive. Surtout à la télé, on voit de plus en plus. Canal Plus, là, je viens de voir, tu vois, Nora Hamzaoui qui fait à peu près stand-up. Bérenger Krief, c'est un peu entre les deux parce que même Forestier et Gad, c'est entre les deux, tu vois. Il raconte. Même Dubosc. Il raconte. Il joue un peu un personnage, mais il raconte. Donc la ligne est très fine des fois. Et quelque part, on s'en fout après. Qu'est-ce qui est stand-up, qu'est-ce qui est sketch, on s'en fout. Est-ce que c'est un bon spectacle ou pas? Est-ce que la personne est drôle? Est-ce qu'on a passé un bon moment? À mon avis, après un moment, il faut oublier la belle, quoi. On s'en fout, tu vois. Et donc, pourquoi toi, tu t'aimerais faire le stand-up et pas le sketch? Qu'est-ce qui t'a emmené au stand-up? Est-ce que c'est une influence des États-Unis? Non, moi, le stand-up, ce qui m'a amené vraiment au stand-up, à la base, moi, dans mon histoire, j'ai commencé par le théâtre. À la base, moi, mon but, c'était vraiment la comédie. Donc, j'ai fait du théâtre classique. Et je suis passé après, comme tout le monde, au cours Florent. Tu connais les cours Florent? Il y a 15 ans, 20 ans, c'était le temple des comédiens. C'est clair, Et aujourd'hui, c'est une machine à fric. C'est 350 € par mois. C'est des salles de classe, ils sont 25, 35. Tu peux pas travailler. Mais sous couvert qu'il y a eu des beaux noms. Tout le cinéma français est passé là-bas. Donc, et moi, c'était le stand-up, le classique qui m'intéressait. Et... Humoristique ou traditionnel? J'étais vraiment dans le classique. Et je fais mes affaires et tout. Mais je me rends compte que... Et ça, je te parle il y a peut-être 7 ans. Là, ça a vraiment beaucoup évolué. En 7 ans, on avance tellement vite. Il y avait pas... j'ai fait 3 ans au cours Florent. Et dans chaque classe, j'étais le seul noir dans la classe. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de noirs là-bas. Et moi, j'étais pas dans le stand-up, ni dans l'humour. Et Verino... Olivier, qui est vraiment mon plus vieux pote du métier, on était ensemble en 2e année au cours Florent. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit humoriste et moi humoriste, on était déjà ensemble au cours Florent. Lui, d'entrée, il savait déjà que c'était l'humour. Donc, il n'a pas fait la 3e année, il est parti direct sur les planches. Moi, je fais la 3e année. Et moi, je suis vraiment dans le classique.
Et c'est la rencontre que j'ai, c'est mon prof de 3e année, qui s'appelle François Xavier, qui est le fils du créateur Florent. Et lui, François Xavier, c'est l'espèce de prof comme dans le cercle des poètes disparus. Ouais. Tu vois, espèce de le meilleur prof du monde. Il motive. Il est pas sur le jeu, il est sur accrochez-vous. Ouais, qui t'inspire vraiment. La vie, c'est comme ça. Et moi, un jour, il m'a dit un truc. Et lui, c'était le prof. Il avait eu Gad Elmaleh. D'accord. Et Audrey Tautou. D'accord. En élève. Ouais. Et un jour, il me dit, voilà, je vais te dire un truc comme ça qui va peut-être te sembler brut, mais t'es un bon comédien, c'est pas ça le problème, mais le cinéma ne t'appellera pas pour l'instant. Et je dis pourquoi? Et il me dit parce que c'est un cinéma de connards, parce que c'est un cinéma de caste, de fils d'eux, il faut être pistonné, et il n'y a pas de rôle pour les noirs. Il m'a dit, c'est violent ce que je te dis, mais n'attends pas qu'ils t'appellent, parce qu'ils t'appelleront jamais. Il a dit, par contre, crée tes trucs. Si jamais toi tu sais écrire des pièces, écris des pièces. Tu sais écrire des courts-métrages, écris des courts-métrages. Tu sais écrire des scénarios, écris des scénarios. Il m'a dit, ton boulot. Moi j'avais Gad, il m'a dit que Gad quand il était en cours, il était déjà sur son spectacle. Il avait rien à foutre du cinéma, il était sur son spectacle. Il me dit, si jamais tu as même un spectacle comique, écris, fais quelque chose. Oblige les gens à un moment à voir que tu es là, parce que d'eux-mêmes ils t'appelleront pas. Donc ça a été le conseil le plus violent, mais le plus bénéfique. Et je me suis dit, ok, d'accord. Et j'ai commencé à une période, j'étais beaucoup fan de Gad, de Jamel, et je me suis dit, ah ouais, mais je vais commencer à faire ça. Et donc, j'avais pas encore la... T'as bien réagi à ça? Est-ce que tu l'as bien pris sur le moment? Ouais, après, moi, tu sais, je viens de banlieue, une banlieue très difficile, Villiers-le-Bel. J'ai pas été un voyou, mais j'ai côtoyé beaucoup de voyous, donc je connais beaucoup la stigmatisation, le racisme, la banlieue. C'est un truc qui m'a pas surpris, le fait d'être le seul noir 3 années de suite m'a montré qu'il n'y avait pas beaucoup de noirs, et je regardais même les castings. C'est au cours Florent que j'ai appris un mot que même moi en tant que Français je ne connaissais pas, le mot caucasien. Je ne connaissais pas ce mot, caucasien, qui veut dire blanc. Je ne connaissais pas ce mot, je l'ai découvert au cours Florent dans des castings où il y a marqué cherche acteur caucasien. Je me suis dit, mais c'est quoi caucasien? Et j'ai regardé, ça veut dire blanc en fait. Et c'est... La discrimination est déjà au casting. Mais justement, il pouvait pas, le fait que tu soyais le seul noir pouvait pas être un avantage, justement. Personne cherchait un noir? Il cherchait un noir, mais pour faire les mêmes rôles. C'est-à-dire que dans chaque pièce, il y a des servants. Il y a des... Et la facilité fait que... C'est le Moyen-Âge. J'incrimine pas les metteurs en scène. Je pense que c'est même pas du racisme, c'est la facilité. C'est qu'on n'est pas dans... On n'est pas dans la prise de risque. Après, c'est peut-être parce que c'est une petite économie, peut-être parce que... Et ça, tu le vois partout, au cinéma. On est vraiment dans... Confortant les gens dans ce qu'ils aiment. Mais après, je trouve que c'est pas vrai, parce que les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tout. On est souvent surpris à quel point ils sont prêts. Dès que c'est de la qualité. Parce qu'il y a 50 ou 30 personnes qui contrôlent un peu les télés, les médias, qui eux pensent qui décident ce que pensent les gens. Ils vont te dire que un arabe, non, les gens sont pas prêts. Mais si, ils sont prêts. Juste fais de la qualité. Il faut essayer. Fais de la qualité. Ils vont te dire un noir, les gens sont pas prêts. Bon, la preuve, un bon exemple, c'est l'Intouchable, par exemple. L'Intouchable. Tout le monde s'en fout que Omar soit noir. Le film, s'il est bon. Et il est tellement bon. Et c'est ça, et les gens sont prêts à tout. Moi, j'y crois pas. Moi, je suis français, j'adore la France. Et cette espèce de France raciste, il y a des racistes partout, c'est un truc universel, on n'enlèvera jamais ça. Mais de faire croire que la France, on est submergé de racisme, c'est pas vrai. Moi, j'ai joué en province, les gens sont même pas dans la curiosité, ils sont contents de voir un artiste, ils s'en foutent si t'es noir, si t'es blanc. Après, si toi, tu veux rabâcher, et nous les noirs, c'est dur. C'est toi qui es dans le jeu de toujours rappeler que t'es noir, mais quand tu viens faire ton travail... Moi, les gens rient à mes blagues, ils n'ont pas besoin d'attendre. Ils sortent pas en me disant « Ah, c'est bien, mais tu parles pas assez des Noirs. » ou ils s'en foutent. Tu proposes un travail. Et donc, moi, je vois ça, et je rentre dans le stand-up par Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, c'est vraiment un mec, à l'époque, j'adorais, j'étais vraiment fan. Il était comment? Il était connu déjà? Ouais, il était en sketch déjà. Il avait fait 2 spectacles. La vie, le premier s'appelle Décalage. C'est une succession de sketchs. Et après, il a eu son spectacle La vie normale. Et c'est vraiment ces 2 spectacles où il faisait sketch noir, sketch noir, sketch noir. Ça a cartonné. Mais le grand public, tu vois, une fois de plus, la victoire du stand-up, le grand public l'a connu à L'autre c'est moi. Quand il décide de se dire, bon, allez, fini la période sketch, noir, coco, chouchou, les trucs. Maintenant, je vois que le stand-up est à la mode. J'ai montré aux jeunes c'est quoi le stand-up, et il nous fait un stand-up
qu'il faut le dire, même s'il est très commercial, est un stand-up de qualité. Le mec, c'est il précis, joue très bien, ça joue. Son jeu est très précis. Et là, les gens le découvrent et ça explose. Tu vois, et donc moi, je vois ça, et j'étais pas très stand-up américain. Je connaissais même pas vraiment. Donc moi, je fais un premier spectacle, un peu comme Gad Elmaleh. C'est-à-dire, je fais un peu des personnages, avec des liens de stand-up, mais moi, j'appelle pas ça du stand-up, j'appelle ça des liens entre les sketchs. Et le Jamel Comedy Club arrive, et là, je prends une claque. Je me dis, mais c'est quoi cette bande de fous furieux? Et je vois des physiques que j'avais pas vu avant sur scène. Et à la télé. À la télé, et qui ont un truc qui me parle. Je comprends très bien ce qu'ils me disent. Autant les Pierre Palmade que j'adore, mais j'étais un peu perdu des fois. Et là, tout de suite, je suis en connexion avec Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Patson, Claudia Tagbo. Je dis, mais c'est quoi ces mecs? En plus, ils ont besoin de rien. Tout d'un coup, je me dis, mais c'est ça que j'ai besoin aussi. C'est très démocratique. C'est très démocratique. Tout le monde a sa chance. Ça me rappelle le foot. T'as besoin de rien, t'as un ballon, on prenait deux sacs, on faisait les goals. C'est le sport du pauvre, c'est comme le hip-hop. Quand les cours de danse classique et tout ça étaient fermés, t'allais dehors, tu tournais sur la tête et tu travailles. Et le stand-up me rappelle ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est marginalisé. Parce qu'il y a un côté où trop facile. La force du stand-up, c'est son défaut. Parce qu'un très bon stand-upper, c'est quand il arrive à faire croire aux gens que ce qu'il raconte, ça sort tout de suite. Pour moi, quand un stand-upper touche la grâce, c'est quand tu l'écoutes et il prend des pauses, il s'arrête, il dit, mais parce que, vous savez, l'autre fois, et tu crois vraiment qu'il... Mais les gens, quand c'est trop comme ça, ils voient plus la prouesse technique. Ils se disent, ouais, mais attends, le mec, il est venu raconter sa vie, mon beau-frère peut le faire, ma mère peut le faire. Ils ont envie de leur dire, pas du tout. C'est très difficile. Parce que, justement, c'est avoir fort l'état de faire croire que c'est spontané, c'est ça le plus dur. Et c'est pour ça que le stand-up a du mal, mais ça m'a plu tout de suite. Et je suis rentré là-dedans, et j'ai commencé le stand-up. Et là, moi, j'ai commencé à ma culture américaine, je connaissais pas du tout. Mais où est-ce que tu as commencé à monter sur scène en faisant du stand-up? J'ai commencé à monter sur scène au Paname. D'accord. J'étais là à l'ouverture du Paname. Quand Kader Aoun dit à Karim qui achète le restaurant, il lui dit, ce restaurant va être bien, il y a une salle en bas, n'en fais rien, je veux faire le temple du stand-up. Et Kader Aoun me contacte, il me dit, est-ce que tu veux jouer ici? Et je commence au Paname avec Mathieu Madénian et Tony Saint-Laurent. Nous sommes les 3 mecs historiques du Paname. Et comment ils te connaissaient? Kader m'avait connu, déjà j'avais tenté une fois de faire le Jamel Comedy Club saison 2, il m'avait pas pris, mais il m'avait bien aimé. Entre temps, à un moment, j'ai failli me faire signer par Jamel Debbouze, mais après je me fais signer par Juste pour rire. Avec du recul, ça a été une bonne expérience et une mauvaise. La bonne, c'est que le mec qui m'a fait signer s'appelait Gérard Sibel. Il me dit, si tu vas signer avec Jamel, tu seras un Renoir de plus dans une bande de Renois, de Robeux, tu viens avec moi Juste pour rire, on va t'apprendre autre chose. Et ça que Juste pour rire m'a fait jouer partout en France. D'accord. Dans des trucs, il n'y avait que des blancs, m'a fait comprendre que, attention, ta vanne qui fait rire tes potes à Paris, si elle ne fait pas rire les gens dans le Vaucluse, c'est pas une bonne vanne. Et que si tu veux vivre de ce métier, si tu veux vraiment être un artiste qui compte, il faut que tu puisses jouer à Paris, en Bretagne, à Perpignan, dans le sud. Et il te faut des vannes que tout le monde comprend. Il faut des... Et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai appris que le métier, c'est... Il y a ce qu'on aime, ce qu'on a envie de raconter, et il y a la façon qu'on doit le faire pour que tout le monde comprenne. Parce qu'avant, moi, j'étais du style, j'ai envie de raconter mes trucs, prenez mon matériel, parce que je suis un artiste, j'ai pas à écouter ce que vous voulez, je vous donne ma science, prenez-la. Après, tu comprends que non, les gens ont besoin de clés, en fait. T'es pas connu, t'es personne, les gens ont besoin de plus de clés pour te comprendre, et des fois, on a des vannes trop dures. T'as des vannes, tu veux qu'elles soient trop techniques, mais toi, tu te dis, ouais, ils passent à côté. Ils passent pas à côté, c'est juste que tu les empêches de... Moi je pense pas que le public passe à côté. Il faut que tu donnes des clés pour... c'est un entre-deux, parce qu'en même temps tu veux pas non plus juste faire de blagues trop faciles. Exactement, tu veux pas non plus donner toutes les clés ou expliquer toutes tes vannes. Donc moi je monte au Paname et après ça va très vite. Et je découvre le stand-up, je commence à découvrir des stand-uppers, Comedy Club, Mathieu Madénian. Parce que la première fois que je t'ai vu c'était au Paname, effectivement, tu étais déjà là, je me souviens, je pense que j'ai vu ton spectacle en entier et la salle était bondée. C'était vraiment... ça marchait très très bien. C'était cool. Je suis l'un des recordman du Paname. Je me souviens ça marche très 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 bien. Et encore là, j'étais dans le stand-up, j'avais pas encore la culture américaine. J'étais dans le stand-up ce que moi je croyais, ce qu'on m'envoyait du stand-up par les artistes français. Et c'est au Paname et avec Kader Aoun, avec plein de potes même qui étaient plus au fait que moi.
je me rappelle Yacine Bellous, même il y a quelques années, 2 ans peut-être, Hakim Omiri, qui est calé en stand-up, Seb Melia, des mecs très très calés, Kian Kojandi, donc Meguia, à chaque fois, moi je connaissais pas, et à chaque fois j'étais comme un gosse, je découvrais que cet acteur a fait du stand-up, et celui-là aussi, mais en fait ils viennent tous du stand-up. Eddie Murphy avait un spectacle, mais non. Donc je découvre tout ça et je me passionne, et ça me plaît, et à un moment j'en consomme beaucoup, mais après à un moment j'ai dû arrêter parce que j'ai fait l'erreur que font certaines personnes, c'est à trop consommer du stand-up. À un moment, j'étais vraiment fan de Chris Rock. Et j'ai fini par prendre une vanne de Chris Rock. J'ai fini par... C'est tellement... T'es dedans. Donc j'ai fini par... T'as tellement envie d'être cette exactement, personne. J'ai fini par lui voler son matériel à Chris Rock. J'ai sur 2 minutes de Chris Rock, vraiment, qui était fort. Et... c'est Seb Melia qui me dit attention, ça c'est Chris Rock, et là tu te dis il faut te distancier parce que t'es tellement à fond et c'est tellement brillant leur truc que t'es dans la facilité. Donc je me suis séparé du stand-up et j'ai commencé à en reconsommer maintenant il y a peut-être 2 ans parce que maintenant j'ai la maturité et la confiance et j'ai compris que vaut mieux un rire moyen mais qui est à toi, c'est clair, qu'un tube d'un autre mec. Et là, maintenant, quand je regarde le stand-up, je suis serein et je regarde mieux parce que je comprends comment ça marche. Il y a toute une science derrière qui est hallucinante. Si tu vois juste un mec sur scène, t'as rien compris. Il y a un truc derrière. Louis C.K. que j'ai découvert. Moi, j'ai découvert Louis C.K. il y a 1 an et demi. Je connaissais pas ce mec. Je le connaissais pas et tout le monde m'en a parlé. C'est un génie brillant. Je me suis mis sur la série. J'ai dit, c'est brillant. Et j'ai vu son spectacle. Le spectacle, c'est on en avait parlé, toi et moi, je te dis, je ne ris pas à gorge déployée, surtout. Mais ce qui m'étonne, et ce qui me plaît, c'est cette capacité qu'il a. Pour moi, et c'est vers ça que j'ai envie de tendre, et que les stand-uppers français, j'ai envie que nous allons tous vers là, c'est que nous avons à côté, nous devons être des sociologues de la société. Nous avons du temps pour réfléchir. Ce que n'ont pas les autres. Ma mère n'a pas le temps de réfléchir. Elle se lève, elle doit travailler. Les gens lambda n'ont pas le temps. Ils ont une vie qui est très très dure. Nous, on est payés pour réfléchir. On peut se poser pour dire alors, comment va le monde ? Et donc, d'avoir cette chance... Et faire le miroir de la société. On doit être des sociologues. Et c'est ça que quand je vois des stand-up où ça raconte un peu rien, ça m'énerve. Et quand tu vois Louis C.K., il va pas te dire... vous avez pas remarqué quand tu bois du coca, ça pique la gorge ? Il va pas te dire ça. Il va te dire... Pourquoi depuis des années, on continue à boire du coca ? Pourquoi ? Il est derrière. Et ce que j'aime, c'est... Il est dans l'angle que tu fais, d'accord. Ça vanne sur les gays quand il dit moi j'ai du respect pour eux parce que il faut quand même, il en faut pour sucer. Tu dis mais voilà, le mec, j'aime bien quand il décale l'angle. Et c'est soit on peut voir ça un angle décalé ou soit un couche plus profond. Il va derrière un peu pourquoi vraiment on fait ça. Exactement. Il est pas dans, je sais pas si vous avez remarqué. Il est dans pourquoi. Et donc ça tout de suite ça amène une réflexion. Et Blanche, qui est fan de Louis C.K., quand tu vois le spectacle de Blanche, elle est aussi dans beaucoup de réflexions. Je trouve que Blanche a un côté sociologue qui m'intéresse. Et c'est comme toi, il y a une vanne de toi que j'adore, que je trouve vraiment que c'est une vanne de sociologue. C'est le genre de vanne que j'aurais bien voulu trouver. Donc si tu repars aux États-Unis et que tu n'es plus là, peut-être qu'un jour, elle serait dans mon spécial. c'est quand tu dis, on te dit, pourquoi tu as fait des enfants ? Ou je sais pas quoi. Et tu dis, parce que la chatte, c'est le meilleur endroit pour mettre sa bite. Mais sur ça énorme, tu te dis voilà. Qui marche une fois sur 2, il faut savoir. Mais pourquoi c'est brillantissime. Parce que cette vanne est trop hard. Parce que en fait, j'allais dire que on parle des vannes où est-ce que tu as remarqué que malgré tout, ce genre de vanne marche à fond. C'est ce genre de vanne qui marche la plupart du temps. Donc c'est tentant d'aller là-bas. Quand tu prends la voix qui est plus profonde. Et je ne veux pas dire que je suis dans la profondeur. J'ai plein de vannes qui sont un peu. Est-ce que vous avez remarqué que. Mais c'est moins la garantie que ça va faire rire. Tu peux avoir contre-coup, les gens disent tu vois, ils vont trouver ça hard. Louis C.K., on trouve ça génial parce qu'il a aussi trouvé son public. On l'accepte maintenant. Il a ouvert les portes pour que maintenant il peut marcher là-dedans. Mais avant, si tu mets Louis C.K. et tu sais pas qui c'est un inconnu, il dit faggot, tu vois, tu vas pas forcément l'accepter autant. Et donc, quelque part, il faut oser aller dans cette direction qui est plus sociale. Blanche a finalement trouvé son public, mais ça lui a pris un peu de temps. Et il fallait qu'il y ait de bons gens
dans le bon magazine comme Télérama qui est vraiment sa cible. Oui, elle a eu 4-5 très bons papiers et donc ça a fait qu'elle a attiré un certain public qui était prêt à écouter son discours. Mais si elle va dans d'autres endroits, peut-être elle va pas marcher aussi bien. Ouais. Peut-être quelqu'un qui est plus, est-ce que vous avez remarqué? Donc cette vanne-là ne marche pas tout le temps, quoi. Ah non, parce que les gens le voient en premier degré. Ils voient vraiment, je suis vulgaire, c'est tout. Tu vois? D'accord. C'est vrai que vous n'avez pas remarqué, même les gens les choses sur Internet, parce que ça conditionne tout le monde. Oui, même des choses sur Internet, et je veux pas dire du mal de ça parce que ça marche très bien, ils sont très doués, mais un truc comme Norman, c'est très bien fait, mais c'est basé un peu sur ça. Est-ce que vous avez remarqué que ça, mais c'est aussi une manière d'être sociologue aussi. Oui, puis les gens aiment bien se dire que ils remarquent ce que j'ai remarqué. C'est ça. Par exemple, j'ai pas vu énormément, mais par exemple celui où il a fait sur les cigarettes électroniques, c'est très bien vu, tu vois. Et c'est commentaire sur la société aussi. Bah moi j'aime bien. Après, ce que moi, pourquoi j'ai du mal avec Internet, là je suis obligé de m'y mettre parce que. Ouais, on est tous obligés. c'est comme si on est pris au piège. Ouais. Tu sais, on veut jouer les puristes, mais t'es pris au piège. C'est-à-dire que Internet a gagné le combat. Tu peux pas lutter. Ouais. Si tu luttes, tu rates trop de wagons en fait. Ouais. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est quand sur Internet, je trouve que le public est assez jeune. Et c'est pas grave parce il en faut pour tous les goûts. Oui, c'est sûr. Mais nous, les trentenaires qui arrivons sur Internet, c'est comme si on lutte, on doit charmer un public, mais qui est pas prêt pour ça. Donc c'est soit on baisse notre niveau d'exigence, parce que moi on me dit ça se passe par des likes, ça passe par. Mais moi les gens de mon âge, des trentenaires, ils sont pas férus de likes. Ils regardent un truc, ils aiment bien, ils pensent pas à mettre en copie 15 potes pour leur dire regarde ce qui se passe. Ils pensent même pas des fois à juste partager sur leur. Mais ils apprécient, qu'est-ce que j'ai ri, et ils passent à autre chose. Donc quand je regarde beaucoup de trucs sur Internet, et je vois qu'il y a un déficit de qualité, parce qu'Internet, moi en tant qu'humoriste, je trouve qu'une vanne, par exemple, il y a 3 temps. Je développe la vanne, je la pose, et je finis avec un punch. C'est-à-dire que qu'est-ce qui pour moi nous sépare d'un mec marrant? Parce que quand tu te dis que tu es humoriste, quand c'est ton métier, quand tu es payé pour ça, j'attends de toi que tu sois plus drôle qu'un mec qui le fait facilement. Parce qu'on est payé pour ça. Même si on a un côté comme ça artiste, il y a de l'argent. Donc le mec est dans un bar et qui fait une bonne blague, toi, tu dois être au-dessus de ce mec-là. Tu es obligé. Tu es condamné à être au-dessus de ce mec. Parce que le public va dire pourquoi j'ai payé 10 euros. Exactement. Et ce mec-là, lui, il va te dire... je sais pas, j'étais avec ma copine et on sort de la voiture, elle glisse, elle tombe. Les gens se marrent. C'est cool. Mais toi, quand t'es un humoriste, tu peux pas t'arrêter là. Elle glisse, elle tombe parce que. Pourquoi? Et tu dois amener les gens là où lui s'est arrêté. Et moi, quand je regarde Internet, je trouve que justement, ils arrêtent leurs blagues là où pour moi, le métier d'humoriste commence. Quand Norman fait des trucs, la cigarette électronique, c'est pas marqué des fois, la cigarette, quand tu souffles, des fois, ça marche pas. Après, il met en image, il souffle et ça marche pas, et il a arrêté sa blague. Pour moi, c'est là que ça commence. Tu souffles, ça marche pas. Ok, qu'est-ce que tu me racontes après? Non, mais sur Internet, il faut s'arrêter là. Et moi, je sais pas encore cette mécanique de m'arrêter, parce que je me dis que mais là, en fait, j'ai rien dit là. Si je dis, t'es dans le métro parisien, quand c'est bondé, on est serré. Bah, sur Internet, tu t'arrêtes là, tu cut, tu mets en image un métro serré. Avec regard de gêne, la vanne est finie. Et mais moi, dans mon écriture, c'est pas logique. Pour moi, là, tu viens de poser une situation. Et pourquoi tu mets pas justement cette écriture qui est plus ambitieuse? Pourquoi tu fais pas les vidéos et justement où tu pousses ça plus loin? Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas encore assez de public qui est prêt pour ça. Mais justement, tu as dit tout à l'heure que c'est vrai, peut-être si tu oses. J'ai vu par exemple Verino, tu vois, qui commence à fournir un truc de qualité, et je pense que qui est quasiment juste de stand-up filmé. Oui. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il montre aux gens qu'il est sur scène. C'est ce que j'aime. Très cool, qu'il leur montre que voilà, que c'est pas je suis pas un youtubeur, je suis sur scène et je fais du stand-up filmé. Et là, il y a une nouvelle vague. Je pense que la première vague de youtubeurs était beaucoup de jeunes geeks qui étaient chez eux. Ils savent tous monter, ils sont vraiment géniaux, ces mecs-là. Ils bossent très vite le whoop. Ça, c'est la première vague. Donc, ils ont ramené un public qui leur ressemble. Mais je pense que là, maintenant, vu qu'on est tous obligés d'y être, tous les mecs maintenant
de notre génération, on va tous être sur le net. Mais par exemple, Kian Navo avec Bref, quelque part, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Qui, bon, bien sûr, c'était pas Internet, c'était sur Canal+. Mais ça a fait un énorme buzz aussi ça sur fait Internet. Un boom de malade. Ouais, partout, mais aussi Internet. Donc, c'était à la fois quelque chose qui était bien adapté pour l'Internet, mais aussi la télé. Et qui était quelque chose de profond, qui correspond à notre génération. Exactement. Donc, c'est faisable. Les plus jeunes ont... Le jeune ont aimé, le trentenaire, quarantenaire... C'est archi faisable, mais c'est... Kian, pour moi, et Bref, c'est comme... Je trouve qu'ils ont fait autant de bien à la télé, mais autant de mal comme le Jamel Comedy Club. Parce que Kian avec Bref a fait une série tellement brillante et qui a tellement cartonné sur le net que malheureusement, les décideurs de chaînes ont cru que c'était des mecs du net qui avaient fait ça. Ils ont cru que c'était la victoire du net. Ouais. Et ils ne se sont pas rendus compte que c'était des comédiens de scène qui avaient fait un truc brillant. Ouais. Mais comme c'était viral sur le net, ils se sont dit, ah ok, maintenant place au net. Ouais. C'est Internet où il faut investir. Et le Grand Journal, par exemple, qui cherchait son Bref, a pris tous les mecs du Bagel. Oui. Et j'ai beaucoup de potes, hein, donc je ne vais pas cracher dessus. Mais je trouve que le Bagel, c'est très bien produit, c'est très bien léché, c'est très bien réalisé. Mais je trouve que le contenu, je trouve que des fois, c'est tellement bien produit qu'ils ont un peu lésiné sur le contenu. Et ce qui est dommage, parce qu'on dirait des mini-films. Il y a des mouvements de caméra, tu sens qu'il y a un budget. C'est clair. Mais je trouve que c'est pas l'âme d'un truc de super qualité. Et c'est là où, Bref, les gens n'ont pas compris que en fait, c'était deux mecs de scène qui avaient créé quelque chose. Qui ont l'habitude de la vanne aussi. Exactement. C'est comme si Louis C.K. ça devenait super viral sur Internet et que tu te dis, ah, génial, cherchant des youtubeurs. Non, c'est pas un youtubeur qui a fait ça. C'est comme en ce moment, la blague du moment, c'est que j'entends tout le monde veut faire la série Louis. C'est ce que j'entends dans 10 conversations. Chaque fois que je parle avec un humoriste, il me dit, là, je suis sur ma série, je vais faire un peu comme Louis, ma série. Tu sais, j'ai envie de dire, les gars, Louis, ce qui est intéressant chez lui, c'est pas Louis C.K., c'est pas un mec qui monte sur scène. On s'en fout d'un mec qui va faire du comedy club. Ce qui est intéressant, c'est qu'il te pose ce père de famille, célibataire, loose, avec 2 enfants à charge, qui les aime comme tout, qui essaie de se battre dans la vie d'aujourd'hui avec la société, ses problématiques, ses incompréhensions. C'est ça qui fait que c'est viral. Et en fait, si tu regardes Louis, il y a énormément de Woody Allen dedans. Énormément. Même je pense qu'il admet, parce que même le typo au début, c'est n'importe quel film de Woody Allen, c'est le même truc, c'est le noir avec juste le générique en blanc, c'est tout. Il y a plein de réflexions très Woody Allen. Non, c'est fou. Et New York, tu vois, c'est très personnel. Tout ça, ça vient vraiment de lui, avec bien sûr son style. Mais c'est au-delà de l'humoriste Louis C.K. Et ici en France, je pense que beaucoup veulent faire sur eux. Ils pensent, et je pense à tort, que le public français a envie de savoir la vie de tel humoriste. Ça dépend comment c'est fait. Parce que pourquoi Louis marche, pourquoi Woody Allen marche, c'est parce qu'ils sont en train de se poser des questions très existentielles aussi. C'est personnel, mais à la fois très universel. Et donc, c'est pas superficiel. Et donc, du coup, c'est ça qui attire, à mon avis. Mais Louis, par exemple, après, c'est pas lui qui a inventé ce concept-là. Non. Parce que Seinfeld l'avait fait déjà un peu. Oui, mais Seinfeld, c'était beaucoup plus dans la structure d'un sitcom. C'est-à-dire, c'était beaucoup plus écrit, plus étudié, on va dire. D'accord. Il y avait plus... C'est NBC. Et ça, on sent la différence. Louis, quelque part, il écrit, il fait tout seul. Tandis que Seinfeld, il y avait une équipe, un scénariste. C'était bien étudié avec un laugh track, tu vois. Il faut un rire là, il faut un rire là. Louis, c'est beaucoup plus dans le cinéma indépendant, finalement. Louis, si tu ris, tant mieux, sinon, tant pis, tu vois. Non, mais il a cassé tous les codes de la série. Tout ce que tu attends qui va se passer, ça ne se passera jamais. Il y a des dénouements, des trucs, tu dis, mais... Par contre, moi, je me pose une question, est-ce que ce personnage de Loose, il est toujours aujourd'hui, Louis C.K. Je sais pas, je pense qu'il a toujours ce côté, un peu, j'ai rien à battre. Mais bon, il y a des évidences qui fait que il a de l'argent. Il est plus loose comme ça, quoi. Donc, non, parce qu'il a l'air vraiment, moi je le vois comme ça, il a l'air vraiment sympa, mais je me dis en même temps, ce perso qu'il joue dans sa série, il prend bien le parti de mettre un Louis C.K. un peu connu, qui commence à marcher, mais qui galère quand même. Il joue dans des petits comédie clubs de merde.
Ouais, je pense qu'il veut montrer aussi que le succès n'est pas tout, en fait, tout simplement. Je pense qu'il veut montrer que oui, même si tu as de l'argent, ta notoriété, il est toujours père, il a ses filles qui l'embêtent, tu vois, même si tu as tout l'argent du monde, tu vas avoir une fille qui va sortir du métro quand tu regardes pas, et tu vois, rien, tu veux pas échapper à ces choses de la vie qui sont là. Et donc je pense quelque part c'est ça qui est intéressant, c'est que même... Mais toi qui es bientôt papa là, de 2 enfants, ouais. T'as pas une projection de Louis un petit peu toi aussi, de faire ta série Louis? Pas dans cette manière, mais oui, j'ai un projet, une idée qui joue plus sur le côté d'être un expat, ce côté qu'il a une touche et dans plein de situations, tu vois, de sentir un peu étranger à une situation, même si Louis C.K. n'est pas un étranger. Cette idée-là qui est très universelle, j'ai une idée plus de jouer là-dessus, mais plus concrètement dans le sens que être un Américain en France, qui est un thème qui est là dans ma vie quotidienne tout le temps. Donc, et donc tu travailles sur quelque chose? Sur quoi pour vidéo, internet? Ouais, moi vraiment ce que j'aimerais faire là, j'aimerais faire une série. Mais j'en parlais avec Kéron justement, qui va faire son film là, qui sort dans bientôt. Et Kéron me disait que c'est compliqué les séries parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de place en télé pour les séries. Oui. Ou il faut que ça soit très court. Voilà, ou c'est très court. Nous, c'est soit court, soit rien. Mais moi, au contraire, j'ai envie de faire des séries de 20 minutes. Je trouve ça... Mais justement, l'avantage d'Internet, si tu es prêt à le faire sans trop d'argent, c'est que comme le podcast, tu n'es pas limité sur Internet. Tu peux le faire le temps que tu veux. Ouais. Toi, tu peux faire une série à 20 minutes. Mais ça demande une bonne série demande un budget. Oui, c'est vrai. Et si t'es sur Internet, si t'as pas de budget, tout de suite ta série elle est cheap. Donc laisse tomber la série, tu vois. La dernière série que moi j'ai aimée, c'est, je sais pas si t'as vu Platane. Oui, c'est très bien. Tu vois, Platane, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une série de 20 minutes. Oui. C'est pas un format, on dirait, qu'on aime bien en France. Oui. Autant, il y a une époque, t'étais en France, il y a depuis 11 ans, il y a une époque où il y avait beaucoup de sitcoms américains. Sur M6 avant le 20h. Genre Friends, des choses comme ça. Friends, la Miss Friend, la Nounou d'Enfer, tout ça là. Ouais. Il y avait même à une époque le Cosby Show, t'étais pas là déjà, je crois. Non. Il y avait le Cosby Show à M6 tous les soirs à 20h. Ouais. D'accord, ouais. Il y avait le Prince de Bel-Air à 18h. Donc il y avait vraiment cette culture des séries américaines. Ouais. Mais en français, t'as pas le choix pour mettre une série un peu à contre-courant. Si tu veux mettre, il faudra mettre Nos chers voisins, il faudra mettre Scène de ménage, il faudra mettre Plus belle la vie. Mais tu peux pas poser une série Platane, qui est une série magnifique, mais personne l'a vue. C'est un ovni quelque part. Personne l'a vue cette série, personne n'en parle. Si Canal te donne pas la chance, t'es mort. Oui. Et donc mais je me dis qu'il faut quand même, là j'essaie de trouver un concept pour la rentrée, il faut quand même un rendez-vous internet. Parce que c'est encore... Mais aussi, des fois, pour arriver à ça, il faut prouver quelque part que tu peux être drôle dans un petit truc. Ils ont donné ce budget à Eric parce qu'il s'est déjà prouvé ailleurs, dans des films ou dans... c'est quoi, H? C'est ça, 10 saisons de H au moins. Oui, tu vois, donc du coup, quand tu as cette notoriété, tu peux... tu as plus de chances que quelqu'un te dit, ok, vas-y, fais ce que tu veux. Là, quelque part, on est en train de construire notre petite... Il faut faire beaucoup de choses qui interpellent les gens. Mais j'ai l'impression qu'on peut passer des années, justement. J'ai l'impression que chaque fois, j'ai toujours un énorme chemin devant moi à faire avant que quelqu'un est prêt à... Par exemple, toi, tu as fait... des années de stand-up, tu étais en demande qu'à en rire, tu as bien marché là, tu vois, tu es au point virgule, tu es bien placé. Mais Canal n'est pas encore prêt. Il y a des décideurs qui pensent que les gens ne veulent pas ça et les gens qui vendent les espaces publicitaires, le mec quand il vend Coca-Cola, quand il dit je vous donne tant de millions d'euros pour que vous mettez Coca-Cola après le programme de Seb Mars, il va dire fais voir le programme de Seb Mars, enlève-moi la pédophilie, enlève-moi le sida, enlève-moi la tristesse. Je veux pas que les gens soient tristes quand Coca arrive. Tu vois, il faut que les gens soient joyeux. Comme ça, quand Coca arrive, ça continue dans la joie et ça achète Coca. Oui, mais en même temps, je trouve que le public aussi va influencer ce que le chaîne choisit. Un exemple, c'est Seinfeld. J'ai regardé un documentaire sur comment ils ont écrit Seinfeld. Il y avait un épisode où il n'y a pas grand-chose qui se passe et les gens, les producteurs de NBC voulaient pas le faire. Ils ont pas compris. Ils ont dit rien se passe en fait dans cet épisode. Mais c'est un épisode qui est devenu culte aujourd'hui. D'accord. Mais sur le moment, ils voyaient pas parce qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude
de voir que rien se passe, c'est juste une série de dialogues qui étaient drôles. Et donc finalement, ils ont vu que ça a marché, donc ça a ouvert d'autres possibilités. Donc à la fois, je dis, si on propose pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, même si peut-être 10 fois sur 11 ils vont nous rejeter, au moins peut-être une fois il va avoir une petite ouverture qui fait que quelque chose va ouvrir. Je pense que bref, quelque part il fallait le faire. Si ils auraient expliqué, à mon avis, on va faire une série comme ça, et ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire ils ont montré le produit fini. Oui, donc quelque part, des fois, il faut faire ça, à mon avis. Et donc, du coup, ils vont dire d'accord. Je voulais savoir, est-ce que tu as des buts pour le... Donc, le vidéo, c'est un but pour toi l'année qui vient. T'as quoi comme... L'année qui vient, mon spectacle. Bon, déjà ça se passe bien. T'es content, hein, ça se passe bien, mais là, je travaillais justement une nouvelle formule de mon spectacle qui marche très 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 bien. Oui. Donc là, je pars tout le mois, là, je vais à Montréal pour travailler ça. Ah, cool. Et après, je rentre à la rentrée. Ma priorité, c'est mon spectacle. Moi, dans ce métier, je le fais vraiment pour être sur scène. Oui. Donc, c'est ma priorité, mon spectacle. T'es stand-upper. Hein. Ah ouais, c'est ce que j'aime. Oui. Mais après, il n'y a jamais autant de meilleurs stand-up que quand la salle est pleine. Donc maintenant on a une autre problématique qui est qu'on aime tous le stand-up, on aime tous être sur scène, mais on peut plus se permettre de juste aimer le stand-up et être sur scène. Il faut maintenant qu'on cherche comment remplir la salle. Donc ça va passer par des vidéos. Je monte aussi un plateau. Ah cool. Je monte aussi un plateau à la nouvelle scène. Ah bien. Il y avait plein de... Ah, j'ai vu le block party. Ouais, et plein de plateaux sur Paris. Et à chaque fois, je jouais dans beaucoup de plateaux de potes. Et je voulais mon plateau, mais je voyais pas l'intérêt. Je me suis dit, tant que je trouve pas une bonne idée, je ferai pas de plateau. Si c'est pour faire 4-5 comiques, je peux m'amuser à l'Inglorious, m'amuser au club, au bordel. Il y a là les plateaux au Paname, il y a des plateaux de qualité. Je me suis dit, il faut que je trouve un truc. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien l'humour, j'aime bien le hip-hop, j'aime bien la musique. Et je me suis inspiré de Block Party de Dave Chappelle. Ouais, j'ai vu. Donc j'ai fait, j'avais beaucoup aimé ça. J'ai dit, tiens, je vais faire pareil. Si je réunissais de la musique et de l'humour sur scène. Et après, je me suis dit, mais est-ce que les gens de la musique vont aimer l'humour? Parce que quand tu partages un petit peu, c'est toujours problématique. Et je me suis dit, en même temps, il faut faire des choses que personne ne fait. J'ai dit, tiens, je vais me lancer là-dedans. Et j'ai réussi à monter la première, qui est le 25 juin. Et pour la première, je suis content parce que j'ai vraiment eu un casting vraiment de qualité. Et à la rentrée, j'aimerais bien en faire 1 ou 2 par mois. Ouais, cool. À la nouvelle scène. Donc ce sera mon plateau, mon one. Et il faut que je fasse une percée sur Internet. Et essayer de proposer des choses à la télé. Moi, j'aimerais bien écrire une petite série. Après, le problème, c'est que, comme tu dis, c'est que pour que les gens te fassent confiance, il faut que tu aies fait d'autres choses. Parce que c'est comme moi, quand je suis parti aux États-Unis, quand je suis revenu, j'étais chargé d'une énergie, mais monstre. C'est pour ça que je pense que je conseille à tous les artistes d'aller faire 2 semaines aux États-Unis. Tu prends une claque. Parce que quand tu rentres en France, il y a un côté où tu viens chercher de l'énergie. Et en une semaine, tu la perds parce que tout se ferme. En une semaine, tout se ferme. Non. Tu fais, ok. J'ai vu là-bas que tout le monde avait son plateau, tout le monde avait son show, le Chris Rock Show. Même Kevin Hart, que j'étais pas au courant, j'ai vu là-bas, il avait une espèce de Jamel Comedy Club. Ça passe le soir à 23h, il vient, il présente plein de mecs, il fait les inters, c'est filmé. Et c'est sur BET ou un truc comme ça. Donc tu te dis qu'en fait, pourquoi ici il n'y a personne de l'autre génération? Pourquoi personne n'a son talk show? Pourquoi tout ce que on a le choix qu'avec Laurent Ruquier, Thierry Ardisson, Michel Drucker, qui sont des monstres? Mais faisons-le. Dis ça, mais pourquoi il n'y a que ça? Pourquoi personne n'a son truc? Là, il y a Shirley, par exemple, qui fait des petites émissions sur Énorme TV. Là, et ça commence comme ça, et c'est tout ça. Et Kian m'a dit un truc qui est intéressant. J'ai vu, il a fait une conférence, avec Navo. Et la conférence, Kian a dit un truc qui était intéressant. Il a dit, le problème en France, c'est que on a beaucoup d'idées, mais on en fait peu parce qu'on veut tout de suite sortir l'idée. Il a dit, moi, avant de sortir Bref, il y a 15 projets qui n'ont pas marché. Pour arriver à Bref, il faut faire 15 projets. Personne ne sort Bref, tu vois.
Et il dit le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont plein d'idées, il a raison. Mais c'est le même avec le stand-up, c'est-à-dire que Louis C.K. est là parce qu'il a 15 ans derrière. Ouais. Mais nous, on va tous sortir le spectacle de Louis parce C.K. qu'on est impatient. Ouais. Tout ça que là, ça va être une belle année de travail et je suis content parce qu'il y a une belle énergie. Dans le stand-up français, il y a un bon niveau. Je suis content où on est. Tout le monde revient un peu fort, tout le monde commence à comprendre où il faut amener cet art. Oui. Je trouve qu'il y a vraiment... Et je suis fier de nos collègues, en fait. Je trouve que il y a un très beau niveau de stand-up. Je trouve que le niveau commence à vraiment grave quand je vois... Oui, nos collègues, tu vois, Blanche, Boone, tu vois. À chaque plateau où je vais... il y a des soirées de qualité. Kéron, il commence à avoir vraiment de 4-5 spots de qualité, quoi. C'est très beau. Oui, là, par exemple, là, en faisant le Inglorious, tout le monde est bon. Ouais. Tout le monde est bon. Avec sa propre instrument, tout le monde est bon. C'est un plaisir. Bon, ça pousse à rester bon, parce que sinon, on va voir que t'es moins bon. C'est clair. Je sais pas si tu sais, mais je demande toujours si tu as une question pour moi, mais tu m'as déjà posé, je pense, 10, donc ne te sens pas obligé si tu as une question. Quel serait, toi, ton rêve suprême artistique en France? À quel moment il faudrait que tu fasses quoi pour te dire c'est bon, là, ma mission est remplie? Le projet que j'avais en France est rempli. Je pense sortir remplir la salle et sortir un putain de DVD où je suis vraiment fier. Ou une vidéo, une captation de mon spectacle où je suis vraiment fier. Si entre-temps je peux aussi, faire une série qui marche, tant mieux, quoi. Mais des fois ça va ensemble, tu vois, mais pas forcément. Mais oui, je pense un spectacle où que t'amènerais très loin, genre jusqu'à l'Olympia. Oui, captation. D'accord. Et qui me correspond, que je trouve vraiment juste avec moi-même. Tu crois, toi, encore aux captations? C'est marrant parce que beaucoup d'humoristes, Kéron, par exemple, m'a dit qu'il ne voudrait pas filmer son spectacle. Oui. Blanche aussi m'a dit qu'il je pense il ne veut pas figer dans le temps les choses. Non, je pense que justement, figer dans le temps pour passer à autre chose. Je pense, moi, ça va m'aider à passer à autre chose. D'accord. De capter, pour dire, tout ce que j'ai fait n'est pas perdu, il est quelque part, mais je vais plus le faire sur scène. D'accord. Ça m'aide, je pense. Ouais. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui voient des spéciales de la même manière. Je pense que Louis C.K., il sort un truc pour dire, ok, là je fais plus jamais ces vannes-là. Ça me force à chercher à l'actualité aujourd'hui, pas actualité sociale, mais actualité qui je suis aujourd'hui, tu vois. Tandis que ça m'embête toujours d'avoir, même si je le fais, des vannes qui datent d'il y a 3-4 ans, que je fais toujours. Je dis, ça va, je sais pourquoi je le fais toujours, ça marche à fond, mais des fois je me lasse de ce genre de vannes, et donc ça me force à chercher ailleurs. Donc ça, c'est un grand but d'avoir quelque chose dont je suis vraiment fier. Je pense des fois être pas loin. Lundi, je sens que je suis pas loin. Mardi, ça marche pas, donc j'ai l'impression que je suis très loin. Donc, t'es bienvenue dans le métier. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, c'est très intéressant. C'est une très bonne formule ce que tu fais. Voilà, la fin de notre podcast. Donald Jackson et moi, je vous conseille vivement de voir son spectacle à la rentrée. Je pense que ça sera au point virgule, mais il faut regarder sur des sites pour avoir plus d'informations là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez sur le page Facebook. Vous pouvez liker la page, comme ça vous pouvez savoir d'avance qui va être le prochain invité. Et aussi, vous pouvez liker ma page, c'est Sébastien Marx. Et aussi, vous pouvez venir me voir. Parce que moi, je joue pendant l'été. Au moins le mois de juillet, je joue mon spectacle en anglais et en français à la Nouvelle Scène. Tous les dimanches à 17h en français et à 18h30 en anglais. J'anime aussi le plateau The New York Comedy Night, qui est le premier plateau anglophone à Paris, tout le vendredi à 21h30 au Sogymnase. Et bientôt, il y aura un épisode avec Mike Ward, que je viens de croiser au Hammock Festival. Et c'était très sympa de parler avec un Québécois. J'ai bien compris son accent, donc déjà, c'est très bien. Abonnez-vous aussi sur iTunes, SoundCloud. Passez un excellent été. Voilà quoi.